Regardons comment sont constitués les virus et voir comment on a pu les classifier. Puisque ce sont des organismes qu'on appelle biologiques mais qui sont non cellulaires, c'est-à-dire non constitués de cellules comme tout le reste du monde vivant. D'abord la structure et la classification des virus. On prend d'abord le virus en fonction du support de son information génétique qui peut être soit de l'ARN, soit de l'ADN. Une fois qu'on a ce support, il faut le protéger et il est protégé par des structures protéiques qu'on appelle une capside qui est un polymère dont chaque élément, chaque monomère, ici c'est la protéine qu'on appelle un capsomère. La façon dont ils sont assemblés peut être soit d'une symétrie cubique, comme c'est le cas ici, soit de symétrie hélicoïdale, on le verra plus tard. Ensuite, en plus de la symétrie, le virus peut être soit nu, comme ici, ou bien enveloppé, c'est-à-dire muni d'une enveloppe qui elle-même est munie de glycoprotéines, comme on a ici, qui seront autant d'antigènes qui pourront être reconnus par le système immunitaire. Donc deux types de virus, nus ou enveloppés, et deux types de virus aussi en fonction de la géométrie, cubique ou bien hélicoïdaux. Ici, j'ai deux types hélicoïdaux, nus d'un côté ou enveloppés de l'autre, avec des glycoprotéines toujours sur l'enveloppe. Un exemple ici, la mosaïque du tabac, où on a un support génétique qui est ici de l'ARN, entouré de capsomères qui polymérisent autour sous forme d'hélices, et forment donc la capside, avec ici les virions en entier. On a aussi des types mixtes, avec une tête de type cubique et une queue de type hélicoïdale. C'est le cas des bactériophages qui s'attaquent aux bactéries, et donc qui ont cette forme particulière. Voici donc le principe de la classification. On s'intéresse d'abord au type d'acide nucléique qui est porté, ADN ou ARN, ensuite à la symétrie, puis est-ce que le virus est nu ou enveloppé, et enfin, pour différencier les différents types de virus, on va compter le nombre de capsomères ou bien le diamètre de l'hélice du capsomère pour pouvoir, de la capside, pour pouvoir déterminer le type de virus. Si on prend l'exemple de la grippe ici, il s'agit d'un virus ARN de forme hélicoïdale enveloppée, dont la capside fait 9 nanomètres de diamètre. Maintenant, regardons comment ces virus se reproduisent et comment on peut les définir comme des parasites intracellulaires obligatoires. Le virus, il va rentrer pas dans n'importe quel type de cellule, mais dans une cellule qui possède la clé qui correspond à ces glycoprotéines. Donc un virus s'attaque à un certain type de cellules en fonction des portes d'entrée qu'il va pouvoir trouver. Et c'est pour ça que un virus de l'angine ne va pas s'intégrer aux mêmes cellules que celui de la grippe par exemple. Cette première étape s'appelle l'adsorption ou l'attachement plus simplement. Une fois attaché, il va donc falloir rentrer à l'intérieur du virus deux techniques, soit par les glycoprotéines qui sont enveloppées, soit directement par la capside qui va être reconnue comme un élément antigénique par la cellule. Une fois qu'on est pénétré à l'intérieur, là, deux techniques, soit il y a endocytose si le virus est nu, donc une enveloppe se crée autour, il va donc falloir faire sortir le fragment d'ADN ou d'ARN de la vésicule, mais classiquement, cette vésicule est souvent digérée par la cellule, libérant la capside et libérant du même coup le message génétique à l'intérieur. Quand le virus est enveloppé, au moment de l'endocytose, alors les deux membranes vont fusionner comme une bulle de savon qui se dépose à la surface de l'eau, et c'est directement la capside qui va rentrer à l'intérieur de la cellule. Cette capside, il va falloir la désagréger, la dépolymériser les éléments des capsomères, c'est la décapsidation. Ceci permet de libérer le message génétique. Ce message génétique va alors pouvoir être, dans un premier temps, transcrit, si c'est de l'ADN, en ARN messager, puis traduit, et la traduction va donner naissance à des capsomères et des glycoprotéines qui vont permettre de reconstituer de nouveaux virus. Par le même temps, l'ADN est répliqué, et donc on a plusieurs versions du génome du virus. Une fois qu'on a le génome et les capsomères, on va pouvoir assembler
des capsides avec des morceaux d'ADN à l'intérieur. On a réassemblé des virions qui vont devoir sortir de la cellule, c'est la dernière étape, pour pouvoir être libérés dans l'organisme. Cette libération, il peut y avoir deux techniques. Si c'est un virus qui est nu, alors la cellule explose simplement, et libérant d'un seul coup plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de virus. Soit le virus est enveloppé, dans ce cas-là, la capside va venir contre la membrane de la cellule, former un bourgeon, se laisser envelopper et sortir. Voilà. Donc, les différentes étapes. D'abord, adsorption, puis pénétration à l'intérieur, décapsidation pour libérer l'ADN qui va être répliqué et traduit, ou bien dupliqué, puis ensuite assemblé dans de nouveaux virions, et les particules virales vont enfin être libérées dans l'organisme. Du coup, on peut définir le virus comme un parasite intracellulaire obligatoire, puisqu'il ne se multiplie dans la cellule infectée que en utilisant la machinerie cellulaire, c'est-à-dire les ribosomes, les ARN polymérases, etc. Et donc on le considère de plus en plus comme faisant partie d'une catégorie très particulière du vivant, qui ne serait ni prokaryote ni eucaryote, mais des acaryotes qui sont privés totalement de noyaux et de ribosomes pour pouvoir fabriquer les protéines.